Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cinéwatch, 7ème épisode de la saison 3. C'est un jour férié. Dans Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Alors il s'est passé un truc dans l'épisode 6, mais on n'a pas fait de résumé pour ça. Il n'y a pas un récap. Je pense que ce serait terriblement trop long, malheureusement, et les gens qui voudraient récupérer. On peut le refaire là comme ça en impro, mais bon, ça sera peut-être un peu compliqué. Voilà, alors dans cette émission là, on a Nicolas Rieux juste ici. Enchanté, bonjour, bien. merci. Et puis Gauthier Jurgensen, que vous connaissez bien aussi. Bonjour, voilà, enchanté. Monde Ciné, Allociné, voilà. On va parler de beaucoup de choses. Enchanté, ils viennent de se rencontrer, c'est la première fois. C'est férié, c'est la Toussaint, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais merci d'être venu, merci. Parce que c'est vrai que c'est férié, voilà. Oui, mais c'est sympa. On a arrêté de faire remarquer de faire la blague du placard. Pour ceux qui suivaient les précédents épisodes, ça c'est terminé. Mais parce que je vis plus dans le placard, maintenant je vis comme un bourgeois et j'aime bien mes jours fériés. On te demande quand même, c'est la contrepartie de revenir dans le sérieux. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Vous allez voir, on va parler dans les news un petit peu de séries télé. Et oui, il y a du cinéma et les cinémas et les séries télé aujourd'hui, c'est très connecté. On va parler d'un projet assez original avec Tom Hanks. Et puis on va avoir beaucoup de films. Projet Blair Witch, il me semble, qui est juste derrière. Il y a un petit spoil qui s'est organisé dans l'épisode. Voilà, ça arrive pas généralement dans les épisodes de séries télé, mais là on vient de se faire spoiler. Et puis il y aura beaucoup de films. Il y aura du Olivier Marchal, du Colin Farrell, il y aura du Polanski, il y aura du film catastrophe. Voilà, Nico qui trépigne. N'oubliez pas que vous pouvez commenter sur Twitter avec hashtag Cinéwatch. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir vous parler, je ne sais pas si on peut se lancer sur Blair Witch. Est-ce qu'on peut se lancer sur Blair Witch ? On va pouvoir se lancer sur la news de la semaine. Bon, on ouvre avec Blair Witch, qui est donc à la base un film. Il y a 18 ans, c'est sorti, c'est Eduardo Sanchez qui était le co-réalisateur et qui annonçait lors d'un podcast qu'il y aurait un film. Il y aurait une série télé. Voilà. Le twist, c'est qu'il y a déjà eu un film, il y en a un autre. Non, il y a une série télé qui va sortir et d'un seul coup, c'est un boîte de Pandore, faut le dire en ce moment. Beaucoup de films sont adaptés en série télé. Il y a eu, j'en rappelle quelques-unes, ça remonte. Il y a eu MASH en 1972. Bien sûr. Voilà, qui a été un énorme succès. Je rappelle que c'était la plus grosse audience jamais enregistrée pour son final. C'est l'information que j'avais trouvée. MASH. 106 millions de téléspectateurs à l'époque. Énorme. Il y avait moins de chaînes, mais bon, en même temps, comme c'est la meilleure série de tous les temps. Avait une place plus prépondérante. Voilà. Et puis, il y a eu Terminator, alors j'en manque plein. Terminator, Sarah Chronicles, L'Exorciste, L'Arme Fatale, Friday Night Lights. Je rappelle aux gens qui ont découvert la série que c'était un film. Ça vous donne envie, vous, Blair Witch en série télé ? Ça fait longtemps que Blair Witch me donne plus très envie, au fait. Blair Witch m'avait énormément séduit sur son premier film, qui est vraiment c'est du found footage, donc c'est un petit peu facile dans la mise en scène, mais c'est un film très intelligent, bien pensé et qui terrifiant, vraiment. Ensuite, on a tiré sur le filon avec un Blair Witch 2 qui était catastrophique, un remake que je suis pas allé voir, je l'avoue. Et là, en faire une série, je comprends plus très bien ce qu'on va chercher. Alors, Eduardo Sanchez a précisé quelque chose, c'est qu'il y aura des réalisateurs différents, semble-t-il, à chaque épisode. Est-ce qu'il veut en faire une anthologie ? Est-ce qu'il veut reprendre ? On n'en sait pas plus. Pour l'instant, c'est nébuleux. Moi, je ne vois absolument pas l'intérêt de la chose. Comme dit Gauthier, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire-là. Et puis surtout, quand je vois, alors si je prends un autre exemple, on va dire d'épouvante, etc., c'est-à-dire The Mist, on voit le film, il est super. Quand on voit ce qu'ils en ont fait en série télé, franchement, arrêtez, quoi. C'est bon, les films, laissez-les tranquilles. Non, mais après, tu peux te dire que tout peut faire une bonne surprise. Tu vois, Fargo, quand on nous a annoncé que ça allait être une série télé, tout le monde s'est dit que ça allait être la catastrophe. Ça faisait pas très envie. Et franchement, Fargo, c'est génial, quoi. Donc, mais après, je comprends pas l'idée de, on va faire une série en found footage. C'est difficile à regarder quand même. C'est même pas sûr. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'univers du Blair Witch qui va être repris en série télé. Mais Eduardo Sanchez, il est resté très nébuleux. C'est le projet. Je vois pas ce qu'il y a à raconter, surtout. Moi, je vois pas ça qui me gêne, c'est que je ne vois pas ce qu'il y a à raconter. Une anthologie de found footage, c'est le seul truc que je vois, mais ça a déjà été plus ou moins fait et refait à travers tous les films qui sont sortis. Quoi. Ça a déjà été moi je suis un peu plus hypé, comme disent les jeunes, par le reboot de Histoire Fantastique, c'est ça, la série de Spielberg, qui va arriver sur la plateforme Apple, que Apple va lancer. Je m'inquiète juste qu'on ne l'ait pas en France, mais ça m'intéresse plus que Blair Witch. Et après, ça peut être génial, j'en doute un peu, mais ça peut être génial.
Bon. J'en doute. Ce sera en tout cas à voir. Pour l'instant, on n'a pas de date de diffusion. C'est juste que ça sera tourné en 2018, si j'ai bien suivi. On n'en sait pas plus. À suivre. Alors, le projet suivant, celui-ci, moi personnellement, c'est pas un coup de cœur. C'est difficile de le dire, alors que le projet au départ, mais c'est intéressant. C'est réalisé par Miguel Sapochnik, qui avait donné un film qui s'appelait Repo Man. Je sais pas si vous aviez vu ça. Voilà, qui avait quelque chose d'intéressant, mais j'avais trouvé assez raté, mais qui avait pour moi quelque chose. C'est un très mauvais film. Ouais, mais il avait pour lui d'avoir une réalisation. Il y avait un style. Voilà, et le film était mauvais. Qui avait quelque chose. Alors, Miguel Sapochnik, c'est véritablement la télévision qui s'est fait. C'est un réalisateur de séries télé. Il a fait beaucoup d'épisodes de Doctor House et il a fait notamment les 2 derniers épisodes de la saison 6 de Game of Thrones qui avait gagné l'Emmy Awards. Et il avait travaillé, ça c'est petite dédicace à Gauthier, sur le storyboard de Trainspotting. Ah, ça c'est marrant. Ouais, voilà. Très marrant. Donc quelqu'un qui revient de loin et il s'est mis sur un projet qui s'appelle BIOS, qui est écrit par Craig Luke, un jeune débutant, et Ivor Powell, qui est le producteur d'Alien et de Blade Runner, un des producteurs. Et ça a été acquis par Amblin Entertainment, et le scénario, c'est Tom Hanks qui joue le rôle principal. On est dans un futur proche du nôtre, et le dernier homme vivant sur Terre a un chien pour compagnie. C'est la seule compagnie qu'il a, et il a envie, avant de mourir, de lui créer un robot pour qu'il puisse vivre avec un maître. Et il apprend au robot à devenir humain, et au chien à s'habituer au robot. Donc un projet qui peut vraiment partir dans toutes les directions, soit c'est une fable d'apocalypse avec du gros budget, soit c'est une fable existentielle, mais c'est un projet que je trouve intéressant. Je sais pas ce que ça vous donne comme c'est étrange parce que les enjeux dramatiques tels que tu nous les donnes, là on n'a pas très envie de s'y intéresser quand même, tu vois. A priori, sauf si il y a une fable existentialiste, tout ça, quelque chose qui amène à la mortalité de l'homme. C'est qu'il faut que le projet se transforme dans sa production en quelque chose de très intéressant, parce que là, le pitch de savoir si un mec va savoir créer un maître pour son chien, m'en fous, mais complètement, quoi. Mais je peux pas plus m'en foutre que ça. Moi, je me suis posé la question du chien, voilà, comment ça va aller pour lui, est-ce que le robot va s'attacher? Non, a priori non, mais en tout cas c'est un projet a priori qui a entraîné énormément de bataille à l'intérieur des studios. J'ai lu que Warner s'était arraché pour l'avoir. C'est finalement Spielberg qui s'y est intéressé, qui décidera de produire le film parce que peut-être Tom Hanks joue dedans, je l'ignore, mais ça m'intriguait. Je me suis dit que c'était un projet qui était adapté de rien, qui n'avait pas de franchise, pas de livre, rien. C'est suffisamment rare pour le souligner. Et puis en même temps, quand on y pense, Tom Hanks, il arrive à nous fasciner et à nous faire pleurer quand il joue avec un ballon de lait, donc bon, la chien, pourquoi pas. Hein. Voilà, en tout cas, un projet à suivre, ce sera tourné en 2018. Pareil, projet à suivre, voilà. On a fait le tour des news, comme il y a beaucoup, un programme très chargé, on a zappé quelque chose, mais on va passer quand même sur le box-office, parce qu'on manque pas le box-office. Les résultats donc du box-office cette semaine, ils sont un peu compliqués, tu peux me confirmer ça, Gauthier, mais j'ai lu que c'était férié aujourd'hui pour CBO Box-Office, qui s'occupe du box-office, donc les chiffres arriveront vraiment demain. Ouais, mais on a ceux du week-end. Mais on a ceux du week-end. Ouais. Alors, Thor Ragnarok, 910 000 entrées, numéro 1 il a fait le million, box-office. Il a fait le million. Qui a dépassé le million. Eh d'accord. Oui. Moi, les chiffres que j'avais, c'était 910 000 entrées. On peut dire que quand Tortue torpille le box-office. Attention, jeu de mots, elle enchaîne et tout, waouh. Ouais. Alors là, si vous voulez commenter sur cette remarque-là... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine. Il faut stimuler Gauthier, hein. Attention, il y a du niveau quand même. Épouse-moi mon pote, 750 000 entrées. Peut-être encore plus maintenant. Ah oui, mais c'est pas une surprise, ils font un carton à chaque fois, là. La show, c'est vrai que c'est un succès à chaque fois. C'est moins bien que Alibi.com, mais c'est quand même très beau chiffre. Après, oui, voilà, comme c'est Tarek Boudali, que c'est pas Philippe Lachaud directement, peut-être que, mais bon, ça va marcher. Je crois que celui-ci avait aussi une réception des spectateurs qui était un peu moins enthousiaste que sur Alibi.com. Les spectateurs sont plutôt positifs, moi j'ai l'impression dessus. C'est plus la presse qui lui tape dessus à cause d'une soi-disant homophobie, polémique encore débile, mais bon. J'en parlais avec mon rédacteur en chef et il disait quelque chose de très juste à propos de ces mecs-là, c'est que ils font toujours des films hyper faciles à pitcher. Et que du coup on a envie d'aller les voir parce que là en l'occurrence c'est un immigré qui demande à son meilleur copain de l'épouser pour faire un mariage blanc et pour pouvoir rester en France. Voilà, en une phrase, c'est dit. Les enjeux du film sont là, quoi. Du coup, ça fait des films qui sont assez efficaces et qu'on a envie d'aller voir. Là, ça va même encore plus loin, c'est que même le titre est déjà un pitch. Donc, oui, c'est ça. Mon pote, c'est vrai que ça intrigue. Revoir là-haut, troisième, moi je me félicite de ça. 420 000 entrées, je me félicite pas parce que j'ai participé au film. Bravo, Jérémy. Je tiens à dire que les gens ne savent pas, mais c'est un petit peu moi qui suis derrière ce film. C'est bien, c'est fort. Pas du tout, j'ai absolument aucun rapport avec. C'est juste que je suis content de voir ce film faire un très beau score parce que je trouve que c'est une bonne adaptation
d'exploitation et il y a de l'ambition, donc ça mérite d'être souligné. C'est un très beau film. Ouais. Donc ça c'est les 3 chiffres qu'on peut vous donner et un peu les 2-3 chiffres à noter cette semaine, à continuer d'aller en salle peut-être pour voir Je peux rajouter un chiffre parce que moi il y a un chiffre que j'adore cette semaine. Mais bien sûr. Alors je voudrais vous parler très vite du COEF Paris Province. Ce qu'on appelle le COEF Paris Province, c'est une donnée économique qui nous permet de savoir si les films sont plutôt vus, enfin populaires à Paris ou en province, ou les deux, ça arrive. Alors vous allez dire c'est clivant qu'on ait un truc, une donnée pareille parce que ça fait encore les petits Parisiens qui se la pètent et tout ça. Sauf que dans la plupart des cas, par exemple Thor, il y a un coefficient Paris-Province de 4, ce qui veut dire que quand un Parisien va le voir, 4 personnes en province vont le voir, ce qui est un COEF Paris-Province absolument normal. Ça fait un film qui est aussi vu en province qu'à Paris. Quand il y a des films comme celui dont on vient de parler, là, Épouse-moi mon pote, qui sont des films plutôt plus vus en province qu'à Paris, avec un coefficient Paris-Province de 6 ou de 7. Et il y a des films qui sont plus parisiens. Par exemple, Coexister, un film assez parisien, ou Blade Runner 2049 sont des films assez parisiens, avec des coefs Paris-Province de 2 ou de 3. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il y a un film qui vient de dépasser le million, qui est L'École buissonnière. Ah oui. Et qui a un coef Paris-Province de 21. C'est hallucinant, un coef Paris-Province de 21. Un Parisien va le voir, il y a 21 personnes de province qui vont le voir. C'est incroyable. Donc félicitations aux gens de province qui permettent à des films comme ça d'avoir un très très beau succès. Quoi. C'est vrai. Film qui d'ailleurs qui a démarré très mollement et qui a décollé la semaine dernière. Et qui a décollé les vacances indéniablement, mais c'est vrai que malgré tout il y a un truc qui a plu quoi, il y a un truc qui a plu au public. Donc voilà, L'École buissonnière c'est aussi l'autre film que vous pouvez aller voir. C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que nous on en a presque pas entendu parler du film. C'est pour ça que c'est si vous voulez le voir vous, si vous nous regardez absolument de partout où vous êtes, ce sera peut-être pas Paris quoi. Ça sera peut-être ailleurs. C'est très marrant. Alors on va pouvoir parler maintenant des sorties de la semaine. On va pouvoir tout de suite parler peut-être juste peut-être un petit jingle. Un petit jingle. Ça nous manque un peu, ça nous manque. Les spectateurs qui ne nous voient pas. C'est pas grave, toujours pas. Alors un petit arrêt juste avant de commencer parce que j'ai des commentaires de gens sur Facebook qui nous disent beaucoup de salut, le cinéma avec un grand A. Intriguant quand même. Salut tout le monde. Bonsoir les cracks. Ça c'est Stéphane, je le reconnais bien. C'est un ami belge, si je ne dis pas de bêtises. C'est un super cracks des blagues. Ça, c'est ce que t'as dit à toi, Gauthier. J'en profite, le cinéma avec un grand A. Très chouette blog pour les amateurs de cinéma. Eh bonjour à toi. Donc on les salue. Et je crois que tu es déjà un fan. Et puis il y a Shamki Makram. Voilà, qui nous dit aussi salut, équipe de Cinewatch. Et salut à toi. Reste connecté, on va pouvoir parler tout de suite des sorties de la semaine. Le premier, c'est Carbone, d'Olivier Marchal, le retour à la réalisation d'Olivier Marchal, avec des gens qu'il connaît bien, puisqu'il y a Benoît Magimel, Laura Smet, Michael Youn, Gérard Depardieu, qui connaît bien, et Danny Gringe, il va pas lui plaire. Et puis, et c'est écrit par Olivier Marchal et par Emmanuel Nakache, qui avait écrit Kidon. On va peut-être regarder la bande-annonce, parce qu'on a une bande-annonce à vous montrer, et on revient tout de suite pour vous en parler. Mon père a créé cette entreprise il y a une 30aine d'années. Ça fait une 10aine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Trouve-moi quelqu'un qui je peux emprunter. Personne va te prêter dans ta situation. Je suis désolé, mais faut que tu déposes le bilan. Ton mari est un incapable, Dana, et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment qu'un minable. Vous vous prenez pour qui? Pour celui qui a de l'argent. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous? Plus on est de fous, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'État de t'arnaque quand tu fais ça, attention. Combien il te faut pour commencer? 1 million. Où est-ce qu'on va trouver tout cet oseille, nous? Mon pote Kamel, mon pote de la boxe, peut nous aider. Il va en faire quoi de tout ce pognon? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'en rends 10 dans 3 mois. C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va nous retomber dessus. T'as pas intérêt à rater ton coup, mon pote. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pour me dire que t'étais criblé de dettes. 3 mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent. Une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Des
des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Il paraît que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on est quitte? Non mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche, bordel? Tu crois que vous êtes passé dans la merde comme ça? On rigole plus là. Un général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille. Alors, peut-être pour la précision, le scénario est un peu dévoilé dans la bande-annonce, mais c'est inspiré de l'arnaque à la taxe carbone qui a permis le détournement en 2009, entre 2008 et 2009 de 1,6 milliard d'euros. Et j'ai lu que Olivier Marchal, lui, s'était inspiré de Almost Violent Year de J.C. Chandor, qui était sorti il y a quelques années de ça. Je crois qu'il s'est surtout inspiré de lui-même, en fait. Voilà, j'allais y venir. C'est à la hauteur du modèle ou c'est au moins, ou c'est très loin? Nicolas me faisait remarquer que dans la bande-annonce, il y avait marqué un très bon Marshall. En termes de film d'Olivier Marchal, c'est effectivement un très bon film d'Olivier Marchal. Il y a tout ce qu'il y a de l'univers d'Olivier Marchal dedans. Ça commence par des dialogues qui sont surréalistes, quoi. C'est-à-dire qu'on parle toujours en disant ouais, cet enculé vacciné à la pisse et tout ça, machin. Enfin, je ne sais pas qui parle comme ça, mais dans les films d'Olivier Marchal, ça parle comme ça. Mais tout le temps, ouais. Bon, c'est un film de mec, quoi, de sur-mec. Le premier plan sur Benoît Magimel qui sort de sa super belle bagnole, puis après il se met de profil, il allume une clope comme ça et tout, mal rasé, enfin tout de suite ça pue la testostérone à fond. Dès qu'il y a une meuf, soit on lui file un billet, soit on la gifle. Enfin c'est ahurissant ces films, et en même temps je veux dire j'ai une relation de haine et d'amour avec son cinéma, c'est-à-dire que je déteste ça, ce cinéma complètement macho qui est poussiéreux à mort, et en même temps il faut bien reconnaître que là on a un film d'Olivier Marchal complètement, quoi. C'est-à-dire que lui il est nostalgique d'un passé qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, où les mecs étaient des gros durs entre eux, mais en même temps un petit peu des enfants fragiles qui jouent avec des vrais flingues, quoi. Enfin, donc il y a tout ça dans ce film-là, il y a tout ça fois 1000, il y a tout ce qu'on a aimé ou pas d'ailleurs dans 36 quai des Orfèvres fois 1000. C'est un cinéma qui me laisse un petit peu dubitatif. En plus, il est fait avec une telle sincérité, ce cinéma, c'est-à-dire que Olivier Marchal est vraiment un mec comme ça, et c'est pas un mec détestable, c'est juste, c'est un mec qui vit dans cet univers-là, quoi. Mais moi j'avais lu, alors peut-être Nico, je vais te donner juste après la parole, mais j'avais lu que sur celui-là, il s'était entouré de gens qui n'ont pas toujours travaillé avec lui ou qui ont travaillé avec lui il y a quelques temps, et qu'il avait envie de donner un peu de vent, d'un vent nouveau à son cinéma, et notamment, voilà, moi j'ai pas eu le film, donc, mais qu'il avait aussi voulu montrer ces gens-là, et qui considèrent une différence entre ceux qui sont des bandits et ceux qui sont des escrocs, et sur celui-là, il avait voulu montrer des escrocs, ce qui lui, personnellement, a priori, ne respecte pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se sent, Nico? C'est vrai, il montre des escrocs, effectivement. Dans un univers de bandits. Voilà, c'est ça. Ça ne change pas le coup des bandits. Mais le gros problème, le gros problème que j'ai avec Carbone, c'est que j'ai l'impression qu'Olivier Marchal fait le même film depuis le début de sa carrière. Alors la première fois, 36 quai des Orfèvres, c'était sympa, ouais, super, effectivement c'était un peu nouveau. Et puis derrière, il y a eu tous les autres. Il y a eu les MR73, il y a eu les Lyonnais, qui était une horreur absolue, filmée avec un espèce de filtre. Qui avait eu quand même pour lui une production chaotique, hein, vraiment chaotique de chez chaotique. Ça se voyait dans le film. Mais au final, là aujourd'hui, quand il nous sort Carbone, moi j'ai l'impression de revoir toujours le même film. C'est tous les clichés et les codes du cinéma d'Olivier Marchal. Alors ceux qui aiment Olivier Marchal et ceux qui aiment son cinéma vont adorer le film, comme disait Gauthier, parce qu'effectivement il y a tout ce que les gens aiment d'Olivier Marchal dedans. Maintenant, moi je vois surtout les mêmes codes, toujours les grosses bagnoles, les mecs qui roulent des mécaniques, là, c'est tous des gros bonhommes bien virils, bien burinés, avec des grosses voitures, des gros flingues, des blousons en cuir. Et il y a un moment, mais on a envie de dire juste, mais fais autre chose. Fais juste autre chose. Et j'ai l'impression, pour terminer, de voir un mec qui essaie de faire un film de jeunes,
Mais en fait, c'est un film de vieux, en fait. C'est un cinéma de vieux. Mais alors, j'ai juste Stéphane, parce que Stéphane nous dit Depardieu et Youn, un duo vraiment improbable. Bon, ils sont pas vraiment duo dans le film. Non, on les voit pas tous les deux ensemble dans le film. Et les nouveaux qui arrivent, parce que Depardieu, ça a toujours été... Enfin, il a toujours tourné autour de cet univers d'Olivier Marshall. Youn, il apporte quelque chose, Michael Youn, tous ces Le nouveaux monde mondes. qui rentre et qui gueule Morning Live dans le film, c'est étonnant. Il a vraiment resté fidèle à lui-même, Michael Youn, dans ce film. Non, j'allais dire que Michael Youn, c'est vraiment la bonne surprise du film. Parce que lui, il est non seulement sur la note, mais en plus, il a un personnage intéressant. Il faut dire que Benoît Magimel est un petit nouveau dans l'univers d'Olivier Marshall. Et ça, ils se sont croisés, mais en tant qu'acteur. En tant qu'acteur dans Truand. Ouais. Et là, c'est la première fois que Olivier Marshall dirige Benoît Magimel à une époque où il était dans la drogue jusque-là. Et il disait, Olivier Marshall, que ça lui apportait beaucoup de fragilité, de la fragilité qu'il voulait avoir à l'écran. Non pas qu'il s'est servi de la dépression de Benoît Magimel. Non, c'est quelque chose qui a ajouté une dimension. Mais c'est quelque chose qui a ajouté une dimension intéressante au film. Je tiens à préciser, dans ce film, déjà, le tout se passe quasiment en bas de chez moi, en face de chez moi, et je me disais, mais il se passe des trucs de dingue en bas de chez moi, il se passe des trucs d'une violence inouïe. Heureusement, la gare d'Austerlitz, c'est beaucoup plus calme que ça, hein, vous inquiétez pas. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné, moi, c'est qu'il y a une scène dans le film, si vous allez le voir, allez-y, ne serait-ce que pour cette scène-là. Il y a une scène on croirait que c'est sorti d'un épisode de Cat Size. C'est dingue. Il y a une scène surréaliste où des bourgeoises, attention, hein. où des bourgeoises vont intimider une autre bourgeoise et tu te dis mais les gens ne se comportent pas comme ça et puis du coup elle lui rase la tête et tout. Enfin c'est très bizarre. Cette scène est ridicule. Mais... Olivier Marshall qui imagine la violence chez les femmes, ça donne un truc hyper chelou. Mais bon, enfin, moi ça m'a donné en tout cas envie de le voir, mais ne serait-ce que pour cette scène. Alors n'hésitez pas, hein, toujours je le redis, à commenter Olivier Marshall si vous n'avez pas vu Carbone, ou Carbone si vous l'avez vu, sur Twitter et sur Facebook, voilà, avec le hashtag Cinéwatch. Il y a Nicolas qui surveille. Bon, j'essaie de surveiller, malheureusement c'est vrai que pour l'instant les gens commentent plus, apparemment on aurait quelques petits problèmes de diffusion. Oui, voilà, télé. alors sur les problèmes, ça travaille d'arrache-pied, vous le voyez pas juste derrière pour rétablir l'image. Si jamais vous nous entendez mais que vous voyez pas l'image, on est sur Facebook, vous pouvez le connecter à Watch TV pour nous suivre. Film suivant, alors rien à voir. Voilà, on est dans un autre univers, on est chez Yorgos Lanthimos et le film c'est Mise à mort du cerf sacré. C'était à Cannes, hein, et ça a eu le prix du scénario. Yorgos Lanthimos, je rappelle quand même rapidement que c'est un cinéaste, c'est une très belle affiche, hein, c'est une affiche extrêmement intrigante. Je rappelle quand même qu'il avait déjà gagné le prix Un certain regard pour Cannes en 2009 et le prix du jury pour The Lobster en 2015 avec Colin Farrell, qu'on retrouve ici. On va peut-être regarder la bande-annonce et on va pouvoir en parler tout de suite. Voilà, la bande-annonce est intrigante déjà, faut le savoir. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Bod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. How did his father die? We'll be raising A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Cause we got the fire. Don't be scared, Mom. You'll see. You won't be able to move either. But you'll get used to Let it. it burn, burn, burn. Where is she? What did you do to her? Let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. Let it burn, 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 burn. We're gonna It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. Ouais, alors c'est étonnant. Qui a envie peut-être de parler de ce film de Yorgos Lanthimos, parce que j'ai pas eu
finalement c'était assez secret, même quand j'ai cherché des anecdotes, des choses à raconter sur ce film, il y en avait peu. Donc, il y en a une en tout cas qui est amusante, c'est que Colin Farrell retrouve Nicole Kidman. Ils étaient donc en compétition à Cannes pour ce film, ils étaient également en compétition tous les deux pour Les Proies de Sofia Coppola. Ouais, tout donc à fait. C'est étonnant de voir un duo d'acteurs 2 fois en compétition à Cannes la même année pour. C'était de toute façon, c'était déjà pour Nicole Kidman l'année de Nicole Kidman. Ouais. C'est vrai que de l'autre côté, Colin Farrell l'a pas démérité. Est-ce que ce film alors, cette suite à The Lobster qui avait finalement pas mal fait parler de lui, ça a la hauteur, c'est étonnant, comment ça marche? C'est un drôle de truc parce que j'imagine que vous avez pas parlé de la Palme d'Or The Square ici dans cette émission, et The Square, moi c'est de Ruben Östlund, c'est un film qui me met un petit peu mal à l'aise, mais que j'apprécie quand même, mais qui me met mal à l'aise volontairement, parce que le truc de Ruben Östlund, c'est de toujours nous poser des questions de morale, c'est-à-dire il va chercher le spectateur et il lui dit dans cette situation comment tu réagirais. Yorgos Lanthimos, qui fait depuis déjà 2 films, c'est en gros le même dispositif, mais la question qu'il me pose, je suis incapable de la comprendre parce qu'elle n'a aucune réalité. En gros, le mec joue cinématographiquement parlant à tu préfères. Tu préfères avoir des bras de 8 mètres de long ou des sourcils de 15 mètres de haut. Tu vois, et il joue un peu à ça. C'est-à-dire qu'avec The Lobster, la question qui était posée en gros, c'était tu préfères être transformé en homard si t'as pas de meuf ou te crever les yeux toi-même. Et t'es là, mais ça n'a pas de réalité, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. J'ai pas envie de consacrer mon cerveau à ça. Et là, c'est un petit peu pareil avec la mise à mort du cerf sacré où en gros, la question qui est posée au personnage principal, c'est tu préfères voir toute ta famille mourir ou tuer un membre de ta famille pour que les autres survivent. Et c'est une question absurde. C'est une question absurde. Je ne sais pas comment me raccrocher à cette question parce que elle veut rien dire ta question quoi. C'est un truc théorique. C'est trop conceptuel. Mais c'est beaucoup trop conceptuel. Du coup, je m'en fous de ce qui se passe. Alors après, comme on voit l'affiche là, les plans du film ne déméritent pas du tout. C'est très joliment composé. Mais du coup, comme la question morale est absurde, ça m'enlève tout l'affect que j'ai pour les comédiens qui s'en sortent tous très bien. Hein, mais je ne comprends pas ce qu'ils jouent. Je comprends pas la partition. Donc je passe 2 heures à faire ce que je fais de pire en tant que spectateur, c'est-à-dire m'en foutre. Je suis pas pour ni contre, mais je m'en fous complètement quoi. Alors qu'il y a un film avec Tom Hanks qui va sortir, qui dit tu préfères que le robot aime le chien ou que le chien aime le robot. Et là d'un coup c'est vachement plus. Là il y a beaucoup plus d'enjeux dramatiques. Là je peux l'identifier. Mais tu confirmes toi Nicolas non, je partage pas totalement. Je trouve qu'effectivement le film fonctionne moins bien que The Lobster, son film d'avant, parce que The Lobster, il avait une fantaisie de base dans le concept qui faisait qu'il pouvait t'amener n'importe où, t'étais dans un univers fantaisiste. Donc de toute façon, tout pouvait passer. Là, il n'y a pas cette fantaisie de départ dans le pitch, donc du coup, tout devient beaucoup plus déroutant. Effectivement, on a un peu de mal à comprendre où est-ce que ça va, d'où ça vient, où est-ce que ça va, où on va. Enfin, c'est un peu plus difficile, je trouve. Maintenant, au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même une étude de la bourgeoisie qui est assez intéressante, une étude sur le vide, sur la superficialité, sur ces personnages qui ont rien à se dire dans l'intimité et qui du coup se retrouvent agressés par cette situation qui effectivement vient de nulle part, mais en même temps on a l'impression que leur vie vient de nulle part et va nulle part. Je trouve que voilà, comme souvent, dans le cinéma de Lanthimos, il y a des questions intéressantes. Cette fois-ci, il soulève des questions qui rappellent un peu Canine, qu'il avait fait donc en 2009, justement, dans son étude de la bourgeoisie, surtout son étude de la famille et de la cellule familiale. Maintenant, voilà, après, le concept des films de Lanthimos, c'est-à-dire ce principe de jouer sur des choses qui n'ont pas vraiment de sens, enfin, qui ne sont pas rationnelles. Voilà, toutes ces histoires ne sont jamais, enfin, sont basées sur des choses non rationnelles. Effectivement, je trouve que voilà, comme ce film-là n'a pas la fantaisie de The Lobster, l'irrationnel fonctionne un peu moins bien. Mais sur The Lobster, alors pour faire très court, mais moi j'avais trouvé ça finalement, en tout cas sur les 2 premières parties du film, qui sont assez bien décomposées, quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire cette société où on demande aux gens de se mettre forcément en couple, et c'est une société qui est presque celle qui est bourgeoise, qui demande obligatoirement d'avoir un certain mode de vie très carré, et puis il y a l'autre qui est alternative, qui finalement se révèle être aussi restrictive et aussi restrictive en pensée jusqu'au dernier tiers où là moi j'étais comme toi, j'ai perdu complet. Mais c'est étonnant de voir pour celui-ci, en revanche j'ai l'impression de l'extérieur, un film qui est très basé sur la mise en scène, gagner un prix du scénario, où là on est plutôt sur le scénario
scénario, on sait pas. C'est surtout étrange que ça gagne le prix du scénario, parce que le scénario est sans doute ce que le film a de plus faible, quoi. Là, je suis d'accord. Et c'est ça, c'est-à-dire que le truc, là où Nicolas a raison, c'est que ce qu'on est invité à suivre pendant 2 heures, c'est la destruction des codes de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'au début du film, tout le monde est d'une politesse mais démesurée les uns envers les autres. Les parents n'engueulent jamais leurs enfants. Le personnage qui s'infiltre dans leur famille s'infiltre d'une manière bienveillante, incroyable et tout ça. Et dès qu'on se met à devenir trop familier, en gros, là, tout se déconstruit et on va arriver vers la barbarie la plus violente possible. Mais c'était déjà le sujet de The Servant de Joseph Losey. C'est pas un sujet, c'est un sujet qui a été très rabâché. Hein. On a déjà tout dit là-dessus. C'est dur, là. Tu vas taper dans un tel chef-d'œuvre que forcément tout n'arrive pas d'un côté. C'est bon, quoi. On a tout dit là-dessus et le procédé que emploie Yorgos Lanthimos pour me faire voyager là-dedans, j'y comprends rien. Je reste complètement à la porte, quoi. Bon, en tout cas, ça a l'air. Moi, j'ai l'impression de manière générale, en dehors de cette discussion qu'on a ce soir, de diviser vachement, scinder vachement la presse en deux. On est ravis si vous voulez nous donner votre avis. Je pense que c'est un film, ça passe ou ça casse. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Déjà, c'est possible que ça passe ou ça casse. Et je tiens à dire quand même qu'il y a une phrase dingote dans le film où il y a la mère du petit gamin qui invite Colin Farrell à manger chez eux et elle lui dit avant qu'il parte, parce que la situation commence à dégénérer un peu, donc il se casse, et elle lui dit je peux pas vous laisser partir sans que vous ayez goûté ma tarte. Et là on fait mais Berk. La bizarrerie jusqu'au maximal. Voilà, alors le cinéma avec un grand A lui dit Yorgos Lanthimos c'est un monsieur à suivre de près. Ça en revanche c'est sûr que c'est un type à part. Bien sûr. Alors le film suivant, vous l'avez vu aussi tous les deux. Là c'est un cinéaste qu'on connaît déjà bien, hein, c'est Roman Polanski qui fait son nouveau film d'après une histoire vraie, qui était aussi à Cannes, qui n'a pas eu le même accueil, qui est beaucoup plus glacial. Qui était présenté hors compétition. Hors compétition, c'est vrai, c'est important de le préciser. Avec Emmanuel Seigné, Eva Green, Vincent Perez et des gens que j'étais étonné de trouver, Camille Chamou, Dominique Pinon, José Dayan. On va regarder la bande-annonce. Mais bon voilà, honnêtement le film c'est quand même Emmanuel Seigné et Eva Green. Tout le reste c'est sûr que c'est deux personnages principaux. Alors regardez la bande-annonce pour que vous fassiez une idée, puis on revient tout de suite pour vous en parler. Ou pas. Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. Ça fait longtemps que t'écris plus du tout ? Parfois j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça ? Tu vas prendre ça va te soulager. Tous les écrivains s'emparent des faits divers. Toi, tu refuses d'écrire ton livre caché. Encore plus personnel. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Non. Elle a un remarquable don d'écoute, une attention à l'autre. Tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Arrête avec mon livre caché. Moi seul, je sais qui tu es. Et ce que tu peux écrire. Je vais te dire une chose. J'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit. Et j'ai pas l'intention de commencer. Que tu le veuilles ou non, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là, tu vas trop loin. Tu te mets en danger. C'est pourtant à cette vérité-là qu'il faut te confronter. Stop ! C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour, je te raconterai. Elle a mordu à l'hameçon. Elle a mordu à l'hameçon. J'avais lu, en fait, mais bon, tout le monde le sait, qu'en coulisses, ça s'est pas mal accéléré pour Polanski pendant le tournage, qu'il a dû un peu précipiter les choses. Est-ce que ça explique que le film soit aussi reçu de manière aussi glaciale ? Est-ce que le film se confirme ? C'est bien sûr. Bien sûr. Nous, on avait eu la chance d'annoncer
le projet de Polanski sur Allociné, on avait eu l'info, en juillet 2016. Et le film a été montré à Cannes en mai 2017. Donc imagine la vitesse à laquelle ils ont tourné tout ça. Je veux dire, tu peux pas faire un bon projet aussi rapidement. En plus, à Cannes, ils ont montré une version qui était plus longue avec d'autres maladresses qu'ils ont coupé depuis. Je suis chiffonné, moi, parce que c'est le dernier film d'un de mes cinéastes préférés, Roman Polanski. Je veux dire, même mis à part toute l'affaire médiatique, on parle au cinéma. Ça, je veux dire, rien à voir. Je parle que de son cinéma là. Ses films sont d'une intelligence rare, et là, on voit bien que dans celui-là, il y a tous les éléments d'un film de Polanski. Il y a aucun problème. Il y a le personnage qui est amené dans un isolement et qui se sent vampirisé. En gros, ce que ça raconte, c'est un écrivain qui vient de publier son dernier roman, qui a beaucoup de succès, et il y a une fan qui pas la harcèle, mais s'infiltre un petit peu dans sa vie. L'approche dans un premier temps. Voilà, et qui commence à prendre possession de sa personne et à écrire en gros son prochain livre à sa place, quoi, complètement. L'écrivain devient complètement obsédé par la personne, par sa fan, et c'est un beau sujet. C'est un sujet qui est très très bien pour Polanski. Il y a même des scènes qui sont assez belles. Il y a une scène où l'écrivain elle a une jambe cassée, elle doit descendre dans une sorte de cave pour aller voir s'il y a pas des rats là-dedans et tout. Je trouve que c'est une scène qui marque, mais le problème du film, le seul problème du film, c'est la note sur laquelle Eva Green joue. C'est-à-dire, on lui a manifestement, Polanski lui a demandé de jouer sur une certaine note qui est digne des productions AB Productions, si tu veux. Ça donne au film. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé à Cannes de son interprétation. C'est très étrange, c'est-à-dire que ça donne au film une étrangeté fantastique, mais qui est complètement à côté de la plaque. À chaque fois qu'elle sort un truc, t'as envie d'hurler de rire, quoi. T'as envie de dire, mais c'est dingue, personne ne parle comme ça, tu vois. Ça fait très très faux. Ça fait personne qui ne sait pas son texte. Ça fait personne qui surligne si tu me permets, j'ai l'impression, pour que les gens voient bien concrètement ce que fait Eva Green dans le film. Vous voyez la scène de fin de Batman et la mort de Marion Cotillard. Bah oui, forcément. C'est Eva Green pendant 2 heures. Ah, voilà. Ah, oui, alors ça donne pas très envie, effectivement. Voilà, mais après, il faut pas balayer le film d'un revers de main, parce que si tu enlèves tous les moments avec Eva Green, il y a un film derrière ça, il y a un film de Polanski qui est tout à fait compétent. C'est-à-dire, il y a un film avec toutes les marques de fabrique de Polanski, toutes les obsessions de Polanski. C'est peut-être un Polanski mineur, c'est un Polanski moins intéressant que The Ghostwriter ou que Chinatown ou que ces grands chefs-d'œuvre-là, mais c'est quand même incontestablement un film de Polanski. Je vais donner la voix à Nico, parce que je sens que tu oscilles de la tête, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non, mais tu es d'accord avec ça? Non, je crois pas. Ah non, pour moi c'est une purge. Mais enfin, je suis désolé, pour moi c'est une catastrophe, c'est une débâcle. Ce film est ni fait ni à faire. Mais tu rejoins ceux qui étaient à Cannes, qui avaient vu le film en version. C'est-à-dire que remonter le film après Cannes, bon ça va, faut arrêter. On sait très bien que remonter un film après une présentation en festival, ça n'a jamais sauvé un film. Ils l'ont fait pour la Palme d'Or aussi. Je suis d'accord, mais là pour le coup, ça confirme bien le fait que ça ne rattrape pas une catastrophe et que ça ne sauve pas les meubles. Le film, effectivement, comme dit Gauthier, et ça je suis d'accord avec toi, est en grande partie une catastrophe à cause d'Eva Green, du moins le jeu d'Eva Green, qui est tellement mauvais qu'on a l'impression qu'Emmanuel Seigné joue bien. Voilà, j'ai bien dit ce que je viens de dire. Et attends, c'est très malveillant de dire ça parce qu'elle est très bien dans le film. J'incruste le commentaire de Julien Dugois. Je le lis texto. Eva Green joue moins faux que Mathilde Seigné. Oui. Alors Julien, peut-être oui, mais que tu avais un grief contre Mathilde Seigné, elle est pas dans le film. Non, mais on voit ce qu'il veut dire. Oui. Visiblement, lui, apparemment, a plus de problèmes avec Emmanuel Seigné. Moi, je trouve qu'effectivement, Emmanuel Seigné, elle se tient à peu près dans ce film-là, mais parce que Eva Green est tellement mauvaise qu'on a l'impression qu'elle est excellente. Mais le film, c'est juste pas possible. C'est un enchaînement de scènes que je trouve totalement grotesque et totalement ridicule. Une partie à cause d'Eva Green, je te l'accorde. Une autre partie parce que j'ai vu les dialogues les plus stupides que j'ai pu voir cette année. Je veux dire, il y a des scènes quand même où les deux là, elles se retrouvent toutes les deux face à face en train de manger. Véridique, il y a quand même toute une scène avec
j'aime bien ton homard. Bon, moi d'habitude je préfère le homard juste avec du citron. Mais là j'avoue que ta sauce elle est plutôt pas mal. Ah, ça me fait plaisir ce que tu dis. Mais sans déconner, qui a écrit ces dialogues ? Et je rappelle que c'est Olivier Assayas qui est co-écrit avec Polanski. Polanski dit que c'est aussi grâce à Assayas qu'il a fait le film. Non mais Assayas lui défend le film. Et en même temps c'est normal, il va pas dire que c'est mauvais. Mais lui, je pense que Polanski est conscient quelque part que son film est raté. Assayas, lui, non. Lui, il est persuadé que c'est génial, que c'est brillant. Eva Green, effectivement, elle porte une grosse partie du problème sur ses épaules. On a l'impression qu'on lui a demandé de jouer comme Kathy Bates dans Misery, c'est-à-dire de jouer à fond, d'appuyer tout ce qu'elle fait, etc. Sauf que Kathy Bates dans Misery, moi je trouve ça absolument génial. Oui, c'est génial, ouais. Là, on a envie juste de rigoler à la moindre grimace qu'elle fait. Dès qu'elle fronce les yeux, on a envie de se marrer. Mais le problème, c'est que tout derrière est pas bon. Les dialogues sont pas bons, la mise en scène de Polanski, il y a des scènes extrêmement embarrassantes de ridicule. Je pense à cette scène où elle lance son ordinateur là en numérique. Voilà, je dis pas plus pour, les gens verront. Ça te donne envie, hein, tu vois. Non mais honnêtement, voilà, moi ce que j'ai ressenti, c'est tout à l'heure j'ai commencé en disant que c'est une purge, etc. J'exagère un peu. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est de la gêne. J'étais extrêmement gêné pour Roman Polanski, pour ces comédiens. Voilà, j'ai ressenti de l'embarras parce que je voyais une catastrophe et je me suis dit waouh, pour eux c'est dur et ça met mal à l'aise. Il faut se rappeler quand même, si tu veux, que Assayas comme Polanski, ce sont deux cinéastes qui font des films sur lesquels ils sont sur une frontière qui est très très fine et qui est très difficile. C'est un travail de funambule. Il faut savoir marcher sur cette ligne invisible du fantastique et il faut savoir bien le faire. Et la ligne invisible du fantastique, elle est très très dure à respecter. Si tu te souviens de ce qu'est Le Locataire, par exemple, c'est un film très grotesque aussi, Le Locataire. Mais c'est un film très grotesque qui arrive à faire le travail de funambule. Là, le truc bascule d'un des deux côtés de la ligne, il va trop dans le grotesque et du coup, c'est là où le projet est moins réussi. Mais faut pas non plus nous dire que ça tombe à 100 km de ce qu'il voulait faire. Non. Ça tombe à côté de ce qu'il voulait faire. Je vais pas pouvoir vous laisser trop discuter trop longtemps le film parce qu'on en a plein derrière. C'est juste un travail de funambule qui s'est cassé la gueule sur ce coup-là. Mais bon, je vais juste donner la parole quand même à Julien, qu'on salue d'ailleurs, hein, je pense bien bas, parce que il nous dit: quand je vois un roman de gare aussi mal joué que d'après une histoire vraie, je me dis que Roman Polanski ne mérite pas une rétrospective à la Cinémathèque mais un mandat d'extradition. Oulala. Attention Julien. C'est quand même un réalisateur qui a, comme disait Gauthier tout à l'heure, fait quand même un sacré paquet de chefs-d'œuvre. Voilà, et Julien, qui n'arrête pas de commenter là, on fire, Eva Green, gros, les yeux pendant 1h30, il fallait prendre Emma Stone. Bah peut-être. Laissez Emma Stone là où elle est, elle fait du bon boulot. Ne l'emmenons pas dans des projets foireux. Alors Nicolas, je vais te passer la parole parce qu'il y a un film qui sort et que tu as vu, c'est Le Fidèle de Michael K. Roskam. Oui, alors... je rappelle juste quand même, Bouled. Et Quand vient la nuit, c'était les deux réalisations précédentes. Il reprend Matthias Schoenaerts et il trouve Adèle Exarchopoulos pour la première fois. Adèle Exarchopoulos, ma ventouse préférée. Je sais que tu l'aimes. Ma ventouse préférée. Alors, Adèle Exarchopoulos, elle fait du Adèle Exarchopoulos. Elle est absolument géniale. Elle est comme ça pendant tout le film. Voilà. Adèle, voilà. Tu parles de quelqu'un qui a une palme d'or là quand même. Exactement, mais je trouve cette actrice extrêmement surestimée, je le dis, je n'ai absolument pas honte de le dire. Voilà, je trouve cette actrice profondément surestimée. Mais elle n'est pas bonne. Elle a une palme d'or. Mais je m'en fous. mais je m'en fous. Je crois que Gauthier trouve la palme d'or quand même vraiment très importante. Ah mais elle l'a pas avec Le Fidèle. Non mais après c'est comme Léa Seydoux, elle peut pas être mauvaise, elle a une palme d'or. Sacro-Saint Cannes. Bah oui. Et dans ce film là. Mais dans ce film là, le truc c'est que Matthias Schoenaerts, alors j'ai entendu un peu de tout, c'est-à-dire moi j'aurais tendance à taper un peu sur le jeu d'Exarchopoulos, j'ai entendu des personnes qui tapent sur le jeu de Matthias Schoenaerts. Au final, il y a un petit peu tous les deux qui cabotinent, mais après, ce qui est surtout dommage, c'est que c'est certainement le film le moins bon de Roskam. Roskam, pour moi, c'est un cinéaste qui décline de film en film, et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il est parti très haut avec Bulhead. Quand vient la nuit, j'ai trouvé ça un peu moins réussi. C'était quand même Fidèle. Putain, Quand vient la nuit, c'est vachement bien. Gauthier, on n'a pas le temps de parler de Quand vient la nuit. Et je trouve que Le Fidèle est vraiment un cran en dessous. C'est un film qui est pas très bien écrit, c'est un film qui est pas très bien raconté. Ça raconte une histoire d'amour, mais on voit tout venir à des kilomètres. Ne regardez surtout pas la bande-annonce. La bande-annonce, elle est composée en grande partie de scènes de la dernière demi-heure du film. Ça prouve à quel point on n'a pas grand-chose à raconter.
Malheureusement, ouais, c'est un film qui ne fonctionne pas. C'est un film qui n'a pas grand chose à raconter. Et le peu qu'il a raconté, c'est des choses qu'on a vues 150 000 fois. Et il n'a rien à proposer de neuf en termes de croisement entre le thriller et la romance. Bon, alors est-ce que c'est le cas peut-être du film suivant dont on a envie de parler, et c'est Gauthier qui va pouvoir en parler, c'est Jeune femme de Léonore Serrail, avec Laetitia Doche et Grégoire Mont-Saint-Jean, heureusement que j'ai écrit quand même, Caméra d'or au Festival de Cannes. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, le Sacro-Saint Cannes a-t-il bien fait son travail ? C'est étrange parce que ça, les caméras d'or, moi j'aime bien ça m'intéresse toujours d'aller voir des premiers films de réalisateurs qu'on va peut-être suivre, mais souvent la caméra d'or c'est un processus, pas qui se trompe, mais c'est un processus dont on voit peu au fait les films suivants des réalisateurs qui ont la caméra d'or. Ça a sorti Jim Jarmusch, ça a sorti éventuellement Naomi Kawase, quelques autres personnes comme ça qui sont très valables, mais voilà, petit regret sur la caméra d'or, les cinéastes qui l'ont arrivent trop peu à transformer l'essai derrière. Mais là, c'est un film qui est assez brillant, effectivement, de Léonore Serrail, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme parisienne de notre génération, complètement, parce qu'il me semble qu'elle a 32 ans dans le film. Moi, j'en ai 33. 35 ouais, bientôt 36, mais tu n'es pas obligé de le dire. On s'en fout, c'est comme ça. C'est bien. C'est juste pour dire que tu fais plus jeune que ton âge. Je suis vieux, mais lui est encore plus vieux que moi. C'est drôle, je t'ai persuadé du contraire. Je suis désolé, c'est parce que je suis la révélation. Par la vie, c'est pour ça. Non, Léonore Serrail donc fait le portrait de cette jeune femme parisienne qui au début du film, elle aussi est complètement ravagée, elle est complètement dingue, elle est même détestable quoi, c'est-à-dire qu'on a envie de la foutre dehors, et c'est ce qui se passe au début du film, c'est tout le monde la fout dehors parce qu'elle est invivable, et il va arriver une chaîne d'événements qui vont l'entraîner à se reprendre en main. Et c'est-à-dire que pendant tout le film, on la voit se recréer et s'embellir. Et ça, c'est vraiment un thème que je trouve assez charmant. Si on supporte ce pari de suivre quelqu'un, de suivre un héros au début qu'on a vraiment envie de baffer, hein, qui a l'air tellement charmant sur sa charmante affiche. Très jolie. C'est vrai. C'est le long chemin de croix enfin, chemin de croix, je prends un terme un petit peu religieux, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu ça ce qu'est le film. D'une fille qui a les yeux pas de la même couleur, ou c'est oui, et que comme elle est tout le temps assez ambivalente, et même dans son regard, elle a cette dualité comme ça entre la folie et la personne qui arrive à rester composée. Et donc c'est comme un portrait d'une femme qui serait un puzzle éclaté au début et qui peu à peu se met en place. J'étais au festival de Dinard et il y avait un film britannique qui s'appelait Daphné aussi, qui j'espère sortira en France, qui avait eu le prix du scénario et qui racontait un petit peu la même chose. Voilà, c'est un film très modeste, hein. C'est des ambitions très modestes, mais un assez joli film. Ok, alors voilà, il y en a un dans la semaine que vous pouvez peut-être aller voir en priorité, peut-être. Voilà, oui. Est-ce que c'est le cas de Geostorm de Dean Devlin, comparse de longue date, voilà, je vais pas trop insister, mais juste comparse de longue date de Roland Emmerich, qui retrouve le chef absolu du nanar aujourd'hui, Gerard Butler. Je peux pas te laisser dire ça. Je vais pas être méchant avec Gerard Butler, mais c'est l'homme qui se lance dans des projets titanesques qui sont toujours des ratés magnifiques. Est-ce que c'est le cas de Geostorm ? Alors Geostorm, donc effectivement, Dean Devlin, c'était donc l'acolyte. On a la bande-annonce juste pour dire qu'elle peut en fond Dean Devlin, c'était effectivement l'acolyte de Roland Emmerich. Il avait joué dans Moon 44. Derrière, il a été scénariste et ou producteur, ça dépendait de ses plus grands classiques, Stargate, Independence Day, voilà. Il y a eu, on sait pas, mais en tout cas, juste après The Patriot, les deux hommes ont cessé de travailler ensemble. Alors on sait pas s'il y a eu une brouille ou pas. Ça, voilà, moi quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Moi je suppose une petite brouille parce que le projet de The Patriot avait été compliqué. Ils ont pu retravailler ensemble jusqu'à Résurgence qu'on a préféré tous oublier. Donc une résurgence qui était la suite d'Independence Day. Ouais. Voilà. Et là, Dean Devlin réalise son premier film, donc Geostorm. Geostorm, c'est absolument extraordinaire. C'est un scénario magique. Ça se passe dans le futur. Les nations ont inventé une station spatiale capable de contrôler le climat sur Terre. La machine se dérègle et il y a des cataclysmes qui frappent la Terre. Pendant ce temps-là, il y a une histoire de complot. On veut assassiner le président. Donc, il y a deux frères. Un premier frère, donc,
interprété par Gerard Butler, qui part dans l'espace pour essayer de réparer la station spatiale, pendant que l'autre s'occupe du président pour essayer de... Enfin, il y a toute une histoire de code à récupérer pour pouvoir intervenir sur la station spatiale. Enfin, alors, c'est magique. Je rappelle Nicolas... Mais tu me le vends extrêmement bien, ton film. Ah, mais attends. Nicolas, je te vais te laisser continuer, mais je rappelle quelque chose pour les gens qui... Là, on passe dans le flashback. J'avais parlé de ce film. Mais oui, en on avait news, ouvert une et on avait émission raconté dessus. ça, et on n'y croyait pas trop. Non. On s'est dit, c'est génial, c'est dingue, un mec qui pense ça, un mec qui part dans l'espace, et puis c'est le climat, et puis il réalise qu'il y a un complot contre le président, et ça arrive. Mais ça arrive, il y a tout, c'est un film d'action, arrivé. c'est un thriller, c'est un film de science-fiction, c'est un film catastrophe, il y a un peu tout en même temps, avec une affiche qui est juste complètement pompée Break sur the Inception. Storm. C'est Inception, l'affiche, je veux pas dire. Oui, ça c'est clair. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un nanar de compétition comme on n'en fait pas beaucoup dans une année. Moi je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est Gerard Butler, qu'on érige une statue à ce mec. Parce que Gerard Butler, c'est un peu ce que on en parlait il y a pas très longtemps, pour moi c'est un acteur coq. C'est-à-dire que les deux pieds dans la merde, il est encore capable de chanter fièrement. Et le mec, il sait qu'il joue dans une merde, il sait qu'il est au milieu d'une bouse, mais il est convaincu. C'est le seul mec qui est convaincu de ce qui est en train de se passer. On lui dit dans le film, t'es astronaute, tu pars dans l'espace, il n'y a pas de problème. Il est astronaute, il part dans l'espace, il y croit à mort, il est le seul. Mais le mec, il croit à tout ce qu'il fait. Et je trouve ça presque touchant de sa part. C'est un acteur qui croit à tout ce qu'il joue. Alors qu'effectivement, il joue dans un film hautement improbable, hein, quand même. Mais oui, mais lui, quand il joue un truc, il y croit, il est à fond dans son truc. Là, il est à fond dans son film. Il est probablement le seul, parce que l'affiche du film dit on ne peut pas tout contrôler. Bon, mais clairement, Dean Devlin, lui, il contrôle pas du tout son film. Dean Devlin, qui a quand même eu l'audace de dire que l'histoire lui avait été soufflée par sa petite fille de 6 ans, je pense qu'elle a écrit le scénar aussi. Scénar qui est juste non seulement improbable, comme on le disait, mais qui est surtout la plus grosse plaisanterie quand même de l'histoire du cinéma récente, c'est-à-dire que tout est pompé sur le cinéma de Roland Emmerich. C'est-à-dire que l'histoire du satellite qui on voit les images, on pense à 2012 tout de suite déjà. Hein. Alors ça, j'allais y arriver, mais d'abord, c'est quand même l'histoire d'un satellite qui contrôle le climat et qui est détourné à des fins plus ou moins, on va dire, d'armes de destruction massive. Donc ça, c'était l'histoire du principe de l'Arche de Noé, le tout premier film qu'avait réalisé Roland Emmerich en sortant de la fac. Derrière, on a des plans avec des immeubles qui s'effondrent les uns sur les autres, une voiture qui essaie de s'en sortir pendant que la Terre s'écroule, des gens qui se frisent parce qu'arrive un coup de froid. Donc là, c'est un mélange de Le Jour d'après et 2012. Et en même temps, on a un complot sur le président. Ça, c'est White House Down. Donc concrètement, le film est entièrement pompé sur tous les films de Roland Emmerich. On peut aussi voir ça comme une espèce de croisement entre Armageddon et la chute de la Maison Blanche pour ceux qui aiment Gerard Butler. C'est vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un nanar absolu, mais c'est un nanar qui est tellement improbable qu'on se dit mais c'est juste pas possible. À t'écouter, moi j'ai l'impression que ça me fait un peu l'effet de la cabane dans les bois, mais pour le film catastrophe. Attention, parce que La cabane dans les bois, je sais pas si c'est... C'est un super film, La cabane dans les bois, mais ça a ce côté nanardesque de on prend tous les clichés du film d'horreur et on le met dans un seul film, et le gag c'est qu'on a pris tous les clichés et qu'on les a mis dans un seul film. Et j'ai un peu l'impression que enfin je sais pas. Hein, avec un budget qui est juste gargantuesque sur celui-ci. Oui, parce que le budget a dépassé à cause de reshoots monstrueux, etc. Parce que le film était une telle catastrophe. Tu peux peut-être dire qui a fait les reshoots, c'est quand même... C'est ça, non mais tiens-toi bien quand même, toi tu dois le savoir, mais le film était tellement une cata qu'ils ont appelé Danny Cannon pour venir le finir. Déjà Cannon. Le mec avait réalisé Judge Dredd il y a 20 ans, quoi. C'est quand même incroyable. Alors j'ai envie de voir un film avec Gerard Butler et Nicolas Cage. Ça c'est un rêve, ça c'est un doux rêve de nanar. Ça serait génial. Ça serait merveilleux. Sachez que ça serait top si on pouvait y adjoindre dans un second rôle maléfique Steven Seagal. Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Je voudrais juste terminer. Et Christophe Lambert évidemment, très rapidement en disant quand même que c'est vendu comme un film catastrophe. Il y a très peu de scènes catastrophes. Évidemment, comme toujours. Et surtout que les effets spéciaux sont dignes d'une production Asylum. C'est juste. Ça a l'air génial. Pour résumer, il y a Julien qui, je pense, corrobore ce que tu dis, puisqu'il dit Geostorm aurait pu marcher il y a 20 ans. C'est une bonne nouvelle pour l'état du cinéma. Ah mais oui, c'est un film des années 90, honnêtement, c'est une catastrophe. Alors un autre film qui a l'air follement original, hein, c'est Daddy Cool de Maxime Govard. Est-ce que tu as du bien ou du mal à en dire de celui-là ? C'est une comédie sympathique, fonctionnelle. Disons que l'état de la comédie française est tellement mal que finalement, quand on voit celui-là, on se dit c'est pas pire. D'accord. Donc c'est regardable, il y a quelques blagues qui fonctionnent. Vincent Elbaz cabotine à mort, mais
ça se regarde. On voit tellement pire chaque année que c'est pas dramatique. Les conquérantes de Petra Blondina Volp qui parle donc de la libération sexuelle post 68. En fait, ça parle surtout des femmes en Suisse qui ont eu le droit de vote qu'en 1971, c'est-à-dire très tard. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de femmes dans un petit village de Suisse qui a décidé de se mettre en grève pour essayer d'avoir le droit de vote. Et puis en même temps, libération de la femme, libération sexuelle, parce que la Suisse était très en retard sur tout ça. C'est un très joli film qui avait été largement récompensé à Tribeca. Meilleure réalisatrice, meilleure actrice. Qui a un festival très intéressant d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un autre prix dont j'ai oublié le prix du public. Prix du public. J'ai un peu triché. Non, c'est un joli film. C'est extrêmement conventionnel, c'est fait sans aucun génie cinématographique, mais c'est un joli film, c'est une jolie histoire, c'est assez intéressant. Et surtout, contrairement à Suffragette avec Carey Mulligan qui était sorti il y a 2-3 ans, je crois, c'est traité sur le ton de la comédie dramatique, il y a beaucoup d'humour. Et ça donne un ton plutôt sympathique au film. C'est attachant. Bon c'est un autre film à noter dans le carnet des films à voir cette semaine. Alors je vais passer assez vite sur cela, mais Jigsaw de Michael et Peter Spearing qui avait fait Prédestination, Daybreakers, Undead, c'est le nouveau volet reboot, on ne sait pas trop de la saga Saw. Un film de Saw, toi, de la saga Saw. J'ai jamais attendu un film de la saga Saw. Je crois que personne n'a vraiment entendu les mauvais films, même le premier. J'insiste, même le premier. Le premier avait son c'est vraiment ce que le cinéma fait de pire. Donc voir cette saga revenir, c'est vraiment, j'ai envie de me taper la tête contre la table. S'il vous plaît, n'y allez pas. S'il vous plaît. Alors, toi, ça, c'est la première fois que Gauthier nous dit ça. Non, mais là, il y en a marre. Là vraiment, ça, c'est pas possible. Je continue avec Carré 35 d'Eric Caravaca, qui est un documentaire sur sa sœur qui était morte à l'âge de 3 ans. Il va enquêter sur cette personne qu'il n'a pas connue et sur laquelle sa famille garde le secret. En parlant de secret, on y arrive. The Secret Man de Peter Landsman avec la meilleure punchline sur l'affiche de l'année. Personne n'arrête le FBI, pas même le FBI. Ça, c'est quand même... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive en panne, quoi. On sait plus. Non, mais je dois te rendre hommage parce que tu la joues très très bien. Il fallait la faire avec la grosse voix. Sinon, ça marche pas. Non, c'est génial. Ça régale. Il paraît que Liam Neeson est très 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 bon. Alors, on l'a pas vu, c'est vrai, mais ça donne envie. C'est l'histoire de Deep Throat, qui était celui qui avait été second du FBI et qui avait révélé les secrets du Watergate aux journalistes qui ont enquêté dessus. Oui, comme disait Gauthier tout à l'heure, c'est dans Les Hommes du Président. On suit Robert Redford. On suit les côtés journalistes, et là on est du côté de celui qui a donné les informations, le premier lanceur d'alerte. Mais c'est vrai que une punchline comme ça, moi j'ai même envie d'aller voir le film pour ça. J'ai envie de dire Oscar de la punchline. On pourrait presque croire que c'est une punchline sortie de chez Hazanavicius et de la classe américaine qui parlait plus ou moins de cette histoire. Moi j'ai l'impression qu'il va puncher tous les mecs du FBI. J'ai l'impression qu'il va leur mettre des coups de poing à un moment donné. Et puis le dernier, alors c'est pas le dernier dont on va parler, mais dans les sorties qu'on n'a pas vues, c'est Ex Libris de New York Public Library. Voilà, de Frederick Wiseman. Ex Libris, c'est ça, finalement. Qui est un documentaire sur la New York Public Library. Voilà, où Frederick Wiseman en sort assez régulièrement, c'est souvent de qualité. Si vous avez envie de vous faire un documentaire sur cette institution-là, n'hésitez pas à aller le voir. Mais il y en a un dont tu voulais parler, Nicolas, c'est quand même un monument. Oui, pour Halloween, il y a effectivement, il va y avoir Happy Birthday qui va sortir, on a vu Jigsaw, etc. et tout. Mais il y a surtout Splendor Film, la société Splendor Film, qui est spécialisée dans les ressorties de classiques, qui ressort Carrie. Et pour moi, Carrie, c'est probablement, en termes d'épouvante, l'un des meilleurs films de tous les temps. On est d'accord. Avec une Sissy Spacek extraordinaire et un Brian De Palma qui a réussi à transcender le très bon roman de Stephen King. Il en a fait un chef-d'œuvre absolu. Et revoir Carrie sur grand écran, j'avais eu l'occasion de le faire il y a quelques années, c'est juste une expérience incroyable. Donc foncez, si vous avez jamais vu Carrie sur grand écran, foncez. Est-ce que tu sais si le film ça a été restauré ou c'est vraiment une ressortie sale? C'est une ressortie, je crois que c'est une ressortie d'une version restaurée. Donc voilà, je sais pas dans combien de salles ça va ressortir en France, mais surtout n'hésitez pas n'hésitez surtout pas à aller voir si vous avez un cinéma chez vous, un cinéma un peu indépendant. Ah oui, alors demandez. Allez leur dire, programmez Carrie, ils ont juste à se mettre en relation avec Splendor Film, la société
société de distribution. Et voilà, parce qu'il faut revoir ce genre de film au cinéma. Je sais pas ce que t'en penses, mais il faut le voir si vous l'avez pas vu. C'est un des plus grands films d'horreur. C'est un des plus grands films d'horreur qui a jamais été fait. Carrie, c'est formidable avec Sissy Spacek. Et il y a un twist de fin qui est vraiment un truc. C'est le plus grand jumpscare probablement de l'histoire du cinéma. Brian De Palma, moi c'est un cinéaste avec qui. Je peux pas trop te laisser t'embarquer sur De Palma, mais si. Okay, malheureusement. De Palma mérite une tape dans le dos et un point dans la gueule. Dans ce ordre-là, tape dans le dos, point dans la gueule. Tape dans le dos, point dans la gueule. Voilà. Mais à l'époque de Carrie, la tape dans le dos. Très clairement. Tape dans le dos, bravo. Merci beaucoup Gauthier, merci beaucoup Nico. Merci à vous. Et puis merci à vous qui avez regardé l'émission, ou qui la regarderez peut-être en replay. Voilà, on était content de. Ne frappe pas ton micro, hein. Je le gifle comme ça. C'est le truc du direct, ça m'a énervé. Et puis à la prochaine, à la semaine prochaine. Et puis allez voir des films, n'oubliez pas.